Et les déchets au Maroc, on en fait quoi en général? Les déchets ménagers? Ben, on n'en fait rien. Ok. Bonsoir tout le monde. Alors, Hello, hello. tu sais, c'est bizarre, j'arrête pas de dire bonsoir, bonsoir, parce que souvent on enregistre le soir. Mais si ça se trouve, vous le regardez, c'est le matin. Alors, on est dans un nouvel épisode Yes. de Ça reste entre nous. Et ça fait longtemps. C'est trop resté entre nous. C'était le moment de partager Que un ça peu reste tout plus ça. aussi entre nous. Exactement. Et je suis accompagné de Ali Ben Rayyan, qui va se présenter. Alors Ali, on se connaît. Alors pour ceux qui nous suivent, on fait aussi des podcasts de foot. On fait aussi des podcasts en anglais qui s'appellent... Alors le foot, c'est Le Foutoir. Et celui en anglais, c'est Another Day in Paradise. Et pour ceux qui l'auraient peut-être reconnu, je fais aussi souvent le podcast en anglais, Another Day in Paradise, avec son frérot, Reda, qu'on embrasse. Voilà. Alors, Hello, frérot. alors Ali, aujourd'hui, on va parler d'un thème, honnêtement, je ne pensais pas parler de ce thème. Je ne pensais pas que ce thème allait en fait, être autant intéressant, mais on a eu une discussion très brièvement et tu m'as un peu parlé de quelques petits concepts qu'on avait, etc. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est vrai que l'environnement, c'est un thème super intéressant. Et donc, commence par nous dire qu'est-ce que tu fais comme métier, parce que c'est assez intéressant. Tu travailles dans l'environnement, mais dans quel... C'est assez compliqué, en fait, ce que je fais. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je fais à la base? Si tu parles de manière concrète, je crée et mets en œuvre des projets qui sont soucieux de l'environnement, pour dire ça comme ça. Mais ça fait partie de tout un écosystème. Je travaille avec ma propre boîte, je travaille aussi pour des organismes des Nations Unies. Et tout l'écosystème environnement, en fait, il y a tellement de tangentes. Parce qu'il y a des travaux sur le terrain, il y a des travaux sur la théorie, il y a des... Comment dire? On fait beaucoup de plaidoyer, c'est-à-dire la sensibilisation, tout ça, c'est beaucoup d'influence. Voilà, on essaie d'influencer les différentes parties prenantes. Ça peut être du privé, ça peut être des décideurs politiques, et puis ça peut être la population générale, quoi. Et quels sont les genres de projets qui sont sensibles à l'environnement? Quels sont les exemples que tu peux nous donner? En fait, après avoir roulé ma bosse pas mal là-dessus, tout a à voir avec l'environnement au bout d'un moment. Il n'y a pas vraiment de choses que tu fais qui n'impactent pas là où tu vis, l'air que tu respires, ce que tu consommes. Et donc, on peut vraiment toucher à tout. Vraiment, il n'y a pas un seul domaine que j'ai croisé dans ma vie, même des choses que je pensais très éloignées, comme le développement du digital et tout, qui sont extrêmement importants en termes d'impact. Et donc, voilà, c'est vraiment tout. Commençons, justement, la transition est super bien faite. Commençons par le digital. Est-ce que le digital... souvent, on pense au digital comme étant une manière d'être le plus respectueux de l'environnement. On imprime moins de papier, tout se fait par serveur interposé, etc. Est-ce que c'est vraiment écologique comme méthode? Toutes mes réponses, ça va être oui et non. C'est très simple. Je te lis dès le départ. Ça va être chiant. Ça va être oui et non. Il n'y aura jamais de réponse claire. Je vis dans un monde de flou. De nuances, oui. Et tout est dans la nuance et dans le détail. Mais pour le digital, oui, effectivement, déjà, d'un côté pratique et en apparence, il y a moins de papier, il y a moins d'utilisation de ressources. Le fait que tu peux faire des interventions, que ce soit pour du travail ou là pour du plaidoyer d'ailleurs, à distance. Et on l'a vu avec le Covid d'ailleurs, ça a multiplié par je ne sais pas combien le nombre d'outils qui a été créé pour ça. C'est vrai. Tu utilises moins le transport, tu utilises moins de ressources premières, tu fais moins de pollution.
Mais après, il faut aussi penser à tout l'appareillage qu'il y a derrière. Ouais. C'est-à-dire que pour arriver à un certain niveau de technologie qui te permette d'être développé digitalement à un certain niveau, il te faut un smartphone, il te faut un PC, il te faut de plus en plus une plus grosse vitesse d'Internet, ce qui veut dire donc toute une infrastructure derrière avec des serveurs, des choses comme ça. Et là, on découvre que c'est des systèmes qui sont énormément énergivores. Ouais. Et aussi qui sont basés sur une technologie de pointe qui utilise des produits, des métaux spéciaux pour leur confection qui sont de plus en plus demandés. Donc ça crée beaucoup plus d'exploitation minière, ça crée beaucoup plus de pression sur certaines régions. Et on les trouve aussi dans des zones qui sont en général très, très, riches en termes de ressources naturelles, en termes de biodiversité. Et donc, au bout d'un moment, quand tu fais le calcul, tu vois que la ligne est assez floue. C'est pas aussi clean qu'on le pense. Parce que c'est toujours le débat entre ce que tu fais dans l'instant présent et sur un moment donné, dans un endroit donné, peut avoir un impact beaucoup plus faible sur l'environnement, mais c'est soit tout ce que ça va engendrer, soit tout ce qui est derrière pour te permettre de faire cette petite action. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu ne penses pas que le télétravail, justement, a... Déjà, moi, je pense que les technologies pour le télétravail étaient déjà existantes. Tout ce qui est les plateformes de visioconférence, etc. Ouais, on avait des Skype, on avait des trucs. Ça existait depuis assez longtemps, depuis quasiment le début d'Internet. Ou pas loin. Donc, je pense que beaucoup d'employeurs ont découvert que si tu fais un peu confiance à ton employé, tu le laisses travailler chez lui, déjà, il ne se tape pas 1 heure de route aller-retour, les bouchons, les embouteillages, le stress qui va avec, et donc les transports sont... Et maintenant, d'ailleurs, on a vu que souvent, les boîtes trouvaient des solutions un peu hybrides entre le télétravail et le travail. C'est ça, tu n'es pas obligé d'être sur place pour une raison vraiment précise. En général, on te lâche un peu de l'est, on te dit est-ce tu peux rester est-ce à que la justement maison. la différence elle n'est pas énorme en termes écologiques de rester travailler chez soi comparé Dans à l'immédiat, prendre les oui. bus? Ouais. Dans l'immédiat, oui. Parce que quand tu regardes sur une courte période, l'impact est moindre. Parce que malheureusement, avec l'environnement, c'est un build-up qui arrive sur des dizaines d'années. Comme quand ils étaient en train de faire les révolutions industrielles au début du 20e. C'était pas quelque chose qui calculait trop. Parce que partout, l'air était super clean, il y avait des forêts encore partout et tout, mais ça brûlait le charbon à gauche, à droite pour développer l'infrastructure, les nouvelles industries et tout. Et c'est comme maintenant qu'on est en train de réaliser, genre presque 100 ans après, qu'il y a des conséquences vraiment néfastes. Donc pour la plupart du temps, on ne sait même pas quelles seront les réelles conséquences. Ou bien on sait un petit peu c'est quoi l'impact, mais on ne connaît pas l'ampleur des dégâts. Et donc, c'est un petit peu ça. Après, quand tu regardes dans le moment présent, en général, il y a toujours un peu de positif quand tu essaies de changer la manière. Et on l'a vu avec le Covid, parce que quand tu avais tout le monde chez soi, c'est-à-dire quand la majorité de la planète était confinée, il y a eu des résultats vraiment intéressants par rapport à l'environnement en général. Bien sûr. Il y a des endroits où les rivières étaient noires, tellement elles étaient polluées et tout, qui sont redevenues claires et avec de la vie. On voyait dans des centres-villes des biches se bavaner. C'est ça, c'est-à-dire tu voyais, il y avait des photos qui circulaient genre de Venise. Venise en général c'est de la vase qu'il y a, et puis là tout d'un coup tout était turquoise avec des poissons. C'est vraiment cool. La pollution de l'air, elle était vachement diminuée parce que d'un jour à l'autre, toutes les voitures ont arrêté de circuler. Donc oui, mais la seule preuve que tout ça fait ressortir, c'est que l'humain a un réel impact. Ça, c'est la seule preuve. Un réel impact négatif. Intangible. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, si tu bouges, il y a quelque chose qui se passe sur l'environnement. C'est sûr. L'être humain est très gourmand d'énergie en général, que ce soit pour les industries, que ce soit pour se déplacer. Les avions, maintenant, prendre un avion, c'est devenu quelque chose de tellement banal. Mais c'est des machines qui polluent énormément, les voitures polluent énormément. Et donc, c'est vrai que pendant le Covid, moi, j'ai vu une image où ils montraient Los Angeles qui est une ville assez polluée. Et donc, ils voyaient qu'en fait, on pouvait voir très, très loin maintenant parce que l'air était vraiment clair et pur.
Et dès que le Covid a reculé, on va dire, donc on ne voyait plus rien. C'était une fumée dont tout le monde avait l'habitude. Et c'est ça qui est triste. Mais il n'y a que à Casa où c'est resté irrespirable. Je ne sais pas quelle raison. Mais alors, donc, l'être humain est responsable en partie ou en grande partie de cet impact négatif de l'environnement. Et qu'est-ce que tu penses des climato-sceptiques ? Est-ce que tu penses que certains disent, tu sais, c'est comme la cigarette. Au début, on ne disait pas la cigarette est nocive. On disait, non, elle est bien. Les médecins recommandent celle-ci et pas celle-là, celle-ci et pas celle-là. Et dans la deuxième stratégie, c'était de dire, on ne sait pas. C'était pas de dire que la cigarette n'était pas nocive, parce que c'était trop dur pour pouvoir prouver ça. Philippe Maurice et toutes ses compagnies disaient on n'est pas sûr. Certains médecins disent que attention, on n'est pas sûr, on n'a pas assez de recul. Est-ce que par rapport à l'environnement, on n'est pas sûr ou c'est clair c'est une bonne comparaison, parce que c'est très difficile d'être sûr à 100%. Et c'est toujours... Après, il y a beaucoup de science derrière. Donc oui, effectivement, il y a un impact. Est-ce qu'on court à notre perte et à la destruction du jour au lendemain de l'humanité, etc. C'est quand même des scénarios un peu catastrophiques qui sont poussés à l'extrême. Mais d'un autre côté, tu comprends, parce que quand tu fais un plaidoyer, tu peux pas en même temps venir et dire « Bon les gars, la situation est légèrement inquiétante, et si on ne fait pas ci et ça, eh ben, on risque d'être pas très très bien d'ici là. » En général, tu as très peu de mouvements. Donc, soit tu pousses un peu les limites dans ce qui est acceptable. Après, il y a toujours des extrémistes qui te racontent des scénarios post-apocalyptiques de fou. Mais effectivement, tu es obligé aussi de dire voilà les conséquences les plus extrêmes qui pourraient nous arriver. Elles sont réelles. C'est pas genre des trucs complètement fous. L'augmentation de la température, la montée des eaux, la fonte des calottes glaciaires, tout ça c'est réel. On en est quand même relativement loin. C'est pas un truc qui va arriver du jour au lendemain, parce que on essaye quand même d'avoir des mesures un petit peu préventives maintenant. Mais être complètement sceptique, c'est-à-dire quand tu arrives à nier tout en bloc, c'est à peu près l'équivalent de ceux qui te disent genre la Terre est plate. C'est-à-dire que c'est un cas où tu peux être quand tu es dans une extrême, tu exagères. Mais quand tu es dans l'autre extrême, c'est-à-dire quand tu es dans le déni total, là tu es complètement fou. C'est ça en fait la réalité. Après, c'est sûr que le gros problème, c'est que quand tu veux parler de cette thématique, si tu veux, en grand public, tu dois simplifier beaucoup. Et plus tu simplifies dans un truc qui est tellement précis, scientifique, etc., que tu vas commencer à faire quelques amalgames, tu vas commencer à arrondir un peu les angles pour ne pas trop... soit pour ne pas trop choquer, ou bien au contraire créer un petit électrochoc pour motiver les gens à se bouger. Quand tu vois Greta, comment elle s'appelle, Greta, je sais pas, la petite gamine, qui est venue, qui a dit vous êtes en train de nous tuer, quel monde vous allez laisser pour notre génération et pour la génération de nos enfants, etc. C'est une exagération nécessaire. Parce que bon, c'est sûr que c'est pas du haut de ses 12 ou 13 piges qu'elle capte un peu toute la complexité et toutes les années et les années d'études et de compétences qui ont été construites pour arriver à ces conclusions. Mais après, il faut un champion partout. C'est-à-dire que tu as des champions qui vont te dire ouais, le pétrole, c'est ce qui permet de faire vivre tout le monde. Sans ça, on ne serait pas développé. Machin. Et puis, il faut des Greta de l'autre côté qui pointent du doigt. Et voilà, quoi. C'est plus facile pour quelqu'un comme elle, et qui est soutenu par pas mal d'associations, et c'est quand même pas mal orchestré, c'est un gros truc médiatique. Bien sûr. C'est vrai que le fait que ce soit une petite gamine qui vienne et qui claque c'est un bon symbole, parce que c'est la future génération, c'est une femme, enfin, c'est une petite fille, mais bon, c'est une femme. Donc il y a aussi cette sensation de personnes qui a un profil de gens qui n'ont pas eu leur place dans la société qu'ils devaient avoir, qui étaient un peu oppressés, marginalisés. Donc c'est quand même plein de symboles, bien sûr. Un symbole assez puissant. C'est une bonne candidate pour pouvoir dire ça. Ça aurait été un homme riche,
Voilà, c'est-à-dire que si tu mets un gars qui a 70 piges de Wall Street qui te dit ouais, on va tous mourir, l'environnement, il faut investir, tu serais beaucoup plus sceptique. Tu te dis dans quoi il nous embarque encore celui-là, quoi. Alors justement, il y a eu plein de mesures un petit peu pour essayer de protéger l'environnement ou au moins de scier la branche sur laquelle on est assis, mais un petit peu moins vite, un petit peu moins de manière moins efficace. C'est-à-dire, par exemple, au Maroc, on a vu zéro mica. Ouais. Ce genre de tentative, est-ce que ça te fait rire? Est-ce que ça te paraît comme étant un pas dans la bonne direction? Qu'est-ce que tu penses de Non. En fait, c'est génial comme initiative. Mais c'est pas ce qui me fait rire. Ce que je déplore un petit peu, c'est le suivi. Ouais. Parce que tu peux toujours avoir les idées, et les bonnes idées, il y en a partout. Tout le monde en a. Tout le monde en a. Mais elles sont partout. Tu ouvres n'importe quel bouquin, il y a des rapports, il y a des machins. Et d'ailleurs, ça, c'est un peu bête à dire parce que c'est aussi mon gagne-pain. mais ce que tu produis, ce qu'on produit en général, c'est majoritairement des recommandations. Ouais. Après, il faut les exécuter. C'est-à-dire qu'à part si tu as des moyens considérables et que tu as un contrôle total de la zone dans laquelle tu opères, quoi, c'est très difficile de venir et de dire du jour au lendemain, on va changer la manière dont les déchets sont traités, on va bannir le plastique et tout. Mais après, il y a des concours de circonstances où, disons que le côté médiatique, le côté un peu à la mode de certaines choses aide. Au Maroc, on avait la COP22. Ouais, la COP22 avec le changement climatique, ça a créé un tas de trucs. Et majoritairement, et c'est pas une si mauvaise chose, mais majoritairement, c'était porté par la hype. C'était vraiment le truc du moment. C'était le moment, il fallait qu'on soit tous green, c'était placardé partout. Et il fallait aussi un mouvement fort des autorités. Et le concept de zéro mica, c'était ça. Parce que c'est extrêmement visuel. Ouais. Si tu as grandi ici, tu as vu les champs mica noirs, ouais. secteur mica, c'est sûr. partout. C'est sûr. Partout où tu allais. Et effectivement, du jour au lendemain, tu voyais plus ça. Ouais. Mais après, et c'est ça ce qui est un peu dommage dans ce type de, on va dire, d'activité, d'initiative, etc., c'est que quand tu vois un problème, tu peux essayer de le résoudre sur le champ en éliminant le produit ou le machin, mais remonter à la source est plus compliqué. Parce que déjà, si tu viens et que tu dis on va virer le mica, oui, c'est pas bien parce que ça pollue, c'est pas bon pour les sols, tu en vois partout, c'est moche à voir aussi. Mais à quoi elle sert le mica? Pourquoi les gens utilisent le mica? Pourquoi est-ce que c'est plus pratique que, je sais pas moi, le papier, que le qfa, c'est quoi le truc? Et il faut pousser cette réflexion vraiment à fond pour pouvoir résoudre le problème. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on commence à voir la réémergence de la mica, surtout dans les socs, les machins, des trucs qui sont un peu moins surveillés, pas grands, parce que justement, le fond n'a pas été suffisamment creusé, et surtout, si tu ne te donnes pas les moyens d'implémenter en profondeur et sur le long terme, c'est très dur. Oui, mais aussi, alors je pense que zéro mica, pour ceux qui ne sont pas arabisants, c'est zéro plastique, les sacs en plastique. Au Maroc, c'était, j'ai presque envie de dire, j'allais dire un fléau, mais c'était quelque chose de très répandu en tout cas. Ouais. Le plastique, on nous le donnait, le sac plastique était donné gratuitement, même si on achète une bouteille d'eau qui, ironically, elle est en plastique aussi. Mais en tout cas, le plastique était donné, était monnaie courante. Oui, c'est-à-dire que tu achètes un truc, un emballage en plastique déjà que tu peux porter dans ta main. Et on va te donner quand même un sac plastique pour le mettre dedans. C'est-à-dire que si tu veux un sneaker, où tu vas sortir et l'ouvrir en sortant de l'épicerie, il suffit que tu en achètes deux pour qu'on te le mette dans des mica, dans des sacs plastiques pour que tu puisses les garder, etc. Moi, je pense que ça, au début, les gens, comme beaucoup de mesures, comme ça un peu arbitraires on va dire, elles sont venues assez rapidement et elles ont été super réprimandées. Les gens ont été mis devant le fait accompli, zéro mica. Les épiciers avaient des fortes amendes qui étaient vraiment appliquées, il n'y avait pas de non s'il te plaît. Donc ça a été un processus qu'ils ont vraiment poussé au bout et qu'ils ont forcé les gens à respecter. Alors après, maintenant quelques années plus tard, il y a un petit peu de mica, mais je dirais beaucoup moins qu'avant. C'est sûr. Moins qu'avant.
Mais c'est vrai que la Mais réflexion... il y a un plus gros problème qui est ressorti de ça. Parce que il y avait quand même, c'est ironique de le dire, mais le mica était quand même un produit qui était plus ou moins recyclé. Oui, réutilisé en tout cas plusieurs Voilà, fois. c'est extrêmement rare que quelqu'un prenait une mica, que ce soit au souk pour mettre des oranges ou là pour mettre un truc de l'épicerie ou quelque chose, rentre chez lui et jette la mica. Il la jette, bien sûr. En général, c'est utilisé pour mettre pour transporter un autre truc, pour très très souvent pour des déchets domestiques. Bien sûr. Et quelque part, et on voyait ça dans les décharges et tout, c'était comme des contenants de détritus ménagers. Bien sûr. Et qui permettaient quand même, pour le ramassage, pour le truc, de les compacter, on va dire. De les compacter, voilà. Ça, c'est ça le terme, les compacter. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de mica. Oui. Mais le résultat, c'est qu'il y a beaucoup plus de détritus qui sont éparpillés sur une, c'est vrai. sur une zone. C'est vrai que le sac plastique était rarement utilisé qu'une fois. Il était utilisé au moins 2, 3, 4 fois. Et c'est le truc où même si tu sortais faire un pique-nique, tu pouvais prendre un sac mica et l'enrouler comme une petite bille dans ta poche. Exactement. Et tu ressors ça et tu mets ce bulle. Même si tu balances le sac mica dans un endroit où il ne faut pas, il est contenu. Ouais, tout à fait. Et là, on commence à voir des mégots partout. Moi, je me plains toujours parce qu'on passe par des quartiers, on n'habite pas des quartiers qui sont vraiment insalubres. Au contraire, c'est plutôt... Là, on est riche, on est des gros choix, on peut le... Ouais, c'est le 16e du Rabat. Voilà. mais blague à part, c'est ça. C'est-à-dire que tu vois des bouteilles vides, des papiers de sandwich, des trucs à moitié mangés qui sont par terre. Et ça, par contre, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu autant que quand il y avait le mica. C'est vrai que... J'ai le souvenir qu'il y avait le mica. C'est vrai. Ou bien quand tu vas en été, surtout, je remarque ça à la plage. Ah oui. Ça, c'est un peu dégueulasse. Ça m'arrivait de trouver un sachet plastique où il y avait des trucs dedans, ou là, quelques sachets plastiques à gauche, à droite. Mais maintenant, tu vois dans certaines plages, c'est une mer de mégots et de détritus et de tessons de bouteilles et de trucs qui sont juste éparpillés. Donc, mais c'est vrai c'est que... ça, est-ce qu'on a une solution. On a visé le mal à la source. À la source. Et aussi, est-ce qu'on a une alternative solide ? Est-ce que derrière le mica, le sac plastique était imperméable ? Ce qui était extraordinaire. Un des aspects du sac plastique qui était très apprécié, c'était le fait qu'il soit imperméable. Donc, le maillot mouillé, on le mettait dedans, etc. Maintenant... quand tu parles de plage, mais c'est super pratique. On prend une bouteille d'huile qu'on veut transporter, souvent on enroule dans un sac comme plastique, ça, elle va pas couler, elle va pas tacher, donc ça va tacher. faire moins de et bien de sûr, dégâts. on a remplacé ça avec des petits sacs plastiques que les épiciers donnent aussi gratuitement au Maroc pour les deux fameux sneakers, les deux Kit Kat, etc. La même chose. Mais le sac plastique, sac tissu, non ? Alors, il y a aussi le petit sac marron, tu sais, le doggy bag. Ah ouais. Alors, le petit sac marron, une utilisation en général, il se déchire dès que tu le prends en main, il commence déjà à se déchirer. C'est ça, c'est-à-dire que tu l'attrapes dans tous les sens. Il faut vraiment l'enrouler près de soi. Donc, ou bien on t'en donne deux. C'est le pire. C'est ça. Et les petits sacs coton, bon, après, voilà. Mais par contre, les petits sacs coton, en général, surtout au début, moi je me souviens, on les faisait payer, je pense 50 centimes et tout. Maintenant, maintenant on les donne. Bon, alors, donc... Le tri des déchets, ça c'est aussi quelque chose, aux États-Unis c'est assez fréquent. Je sais qu'en France il y a la poubelle jaune, la poubelle ci, etc. Est-ce que ça a vraiment un impact ou est-ce qu'au bout du compte, parce que moi, ce que j'ai entendu, pardon, justement, ce que j'ai entendu c'est qu'à la fin on met les poubelles jaunes, poubelles bleues, poubelles ci, poubelles ça, mais à la fin ils se retrouvaient tous dans un même conteneur, c'est-à-dire ça arrive. Et moi j'ai vécu au Canada pas mal d'années et j'ai vécu une transition où justement il y a des lois qui sont passées pendant que j'habitais là-bas et on mettait une poubelle verte où tu mettais tous les produits qui étaient soit faits en plastique dur, en carton, papier. C'est-à-dire tout ce qu'il y avait, et il fallait les laver avant. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas laisser de trucs organiques dedans. Tu ne pouvais pas mettre un carton de lait à moitié plein. Donc le yaourt, il faut le laver, ensuite le mettre dans tu rinces et tu le mets. Et tout ce qui est aluminium aussi. Et l'idée, c'était quoi ? Effectivement, au début, il y a plein de trucs qui partaient dans les mêmes décharges et tout. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est qu'au moment où tu as une chaîne de valeur pour valoriser, comme on dit maintenant, le déchet et le trier, l'utiliser pour du recyclage, que ce soit plus facile. Ouais.
Parce que la grosse difficulté, c'est d'aller chercher justement dans les déchets. Dans une montagne de déchets. Et de trier. Si tu as des trucs, etc. machin, et puis ça schlingue parce que tu as de la sardine avec de l'huile, avec des mégots, avec des machins, et tu dois extraire de ça papier. Si jamais il y a de l'huile qui est sur du carton, il n'est pas réutilisable, tout ça, c'est là où ça devient compliqué. Donc, ce tri à la base, il aide quand même. Il aide au long terme. Peut-être qu'au début, c'est pas, mais l'avantage que ça a, c'était que c'était surtout fait dans un angle et pour développer une pratique. C'est une éducation de la population. Et c'est ça que je déplore ici, c'est qu'il n'y a pas cet angle-là. Bien sûr. C'est-à-dire que et c'est très lié au processus aussi de comment est-ce que la législation est créée dans ce sens. C'est qu'on aime bien interdire, mais on ne te donne pas deux choses. Un, on ne te donne pas la raison, c'est-à-dire qu'on ne t'éduque pas. Pourquoi, et comment, et qu'est-ce que ça, c'est quoi l'impact et tout. Genre, il faut toute une campagne de sensibilisation avant de sortir une nouvelle réglementation, une loi ou un truc. Et deuxièmement, on ne donne pas de solution. Et ça, on l'a vu dans des secteurs qui sont assez costauds. Un des plus gros problèmes et des plus grosses sources de détritus au Maroc, c'est tout ce qui est les bâtiments publics. Construction, démolition d'infrastructures, les trucs de construction. Et ça, il y a beaucoup de lois et de réglementations sur tu ne peux pas dump ça dans des trucs. Mais il n'y a pas de site dédié. C'est vrai. Et donc, or, les gens, tu dois bien le construire, ton immeuble, ou bien ta route, ou bien ton truc. Tu dois bien le vieux truc. Et donc, ça va où? Parce que quand tu es quelqu'un qui est dans le domaine, tu te dis, OK, la loi, elle dit, tu peux pas faire ça ici, tu peux pas le mettre dans une décharge publique, machin, tu peux pas le mettre avec les trucs ménagers. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de voilà où tu fais, ou bien des sites dédiés, ou bien des trucs comme ça. Il n'y a pas des chaînes de valeur qui sont construites pour recycler ces types de... C'est complexe, quoi. Et je te fais chier, tu le dis. Hein. Long day. Alors, mais justement, les déchets. Parce que, tu sais, moi, je t'en avais parlé, mais j'ai une petite fermette que je suis en train d'aménager petit à petit, etc. Et je me suis posé la question, les déchets, j'en fais quoi? Et les déchets au Maroc, on en fait quoi en général? Les déchets ménagers? Ben, on n'en fait rien. Mais c'est-à-dire, on les met dans une décharge et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe qu'il y a deux choses. On les entasse et puis un, c'est incinéré, enfoui. Ouais, enfoui. Enfoui quoi exactement? Moi, je te rigole. Juste ton texte là. Il rattrape ma blague après. Le truc de... On les envoie en Inde ou au Pakistan ou je sais pas quoi. On les envoie même pas. En général, nous, on importe même parfois des... Mais donc, on en fout quoi? Des trucs. Ben, voilà, un autre gros problème, c'est qu'il y a un énorme secteur informel qui en vit. Et c'est-à-dire qu'il y a des industriels qui font de la réutilisation, du machin et tout. Mais eux, comme je t'ai dit, c'est pas pratique le tri. Ça ne peut pas être... Déjà, mécaniquement, c'est très difficile quand c'est pas... Il n'y a pas un tri à la source, genre du ménage. Mais il y a des gens qui sont dans le besoin, qui se disent il y a de quoi se faire un petit peu de cash. Et donc, qui vont dans des conditions super insalubres pour justement faire le tri. Et on les croise tout le temps. Ils sont là dans les poubelles. Ils ont un grand sac avec plein de trucs en plastique. Mais c'est eux qui font le sale boulot. Littéralement le sale boulot. De vider les trucs, de machin, de trucs, de les mettre et d'aller les revendre pour 3 fois rien à des gens qui recyclent. D'accord. Mais comme il n'y a pas une chaîne de valeur qui est déjà mise en place, contrôlée, récompensée, et quand je dis récompensée, c'est même fiscalement parlant, parce que c'est des trucs qui ne sont pas encore existants, et beaucoup d'industriels se plaignent de ça, ils se disaient, tu sais, il y a des solutions et tout, dans d'autres pays, ils font des machins super cool, et nous on peut les faire, on a les moyens et tout ça. Mais quand tu veux acheter des trucs... des détritus qu'un individu X ramasse dans la rue, ça coûte rien, mais si moi, en tant qu'entreprise, je le ramasse, tu vas me taper avec une TVA de fou alors que moi, j'essaie d'aider. Alors, il n'y a pas la compensation fiscale, il n'y a pas une fiscalité verte qui est implémentée, il n'y a pas de mesures incitatives qui vont te permettre justement de développer ce... Mais justement, les autres pays, ils en font quoi? Ben, les autres pays, déjà, ils sont passés par un gros processus d'éducation. De base. C'est-à-dire qu'ils font des phases de test, ça dure 6 mois, 1 an, où tu n'as pas d'amende ni rien, mais on t'apprend à faire des trucs, on te donne des bacs gratuits
à utiliser dans ton domicile, on t'apprend en fait à le faire. Au bout d'un moment, ça devient un réflexe. Ouais. Mais un vrai réflexe, c'est-à-dire que tu ne calcules même pas. Alors, une fois qu'on a trié, imaginons que tout le monde soit bien éduqué, soit conscient de l'impact, etc., et on les trie tous, ces déchets. Qu'est-ce qui est mieux, de les brûler, de les incinérer, enfin bien sûr de les incinérer, de les enterrer, de les envoyer ailleurs, Ça dépend de leur impact, si tu veux, dans tout ce qui est ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est de voir est-ce qu'on peut toujours revenir au point de départ et recréer de la valeur à partir de quelque chose qui a déjà été utilisé. Donc, oui, si tu arrives, certains types de plastique, tu peux les faire fondre et les réutiliser. Tu as des trucs où tu vas fracasser, je sais pas, des bâtiments, mais il y a pas mal de remblais que tu peux réutiliser pour d'autres types de construction, etc. Après, bon, le problème, c'est encore une fois dans le détail. Qu'est-ce qui est insalubre? Qu'est-ce qui est toxique? Si tu fracasses un immeuble et qu'il a une peinture d'un certain type et qui est machin, tu peux pas vraiment remixer ça dans des produits qui vont être utilisés en contact avec des personnes. C'est ça le problème. Il y a une théorie qui disait qui proposait d'envoyer les déchets dans l'espace. Ouais. Mais c'est une vraie proposition, c'est-à-dire tu mets déjà c'est très simple, c'est-à-dire que quand tu vois le nombre de tonnes de déchets qui sont créés dans la planète, et quand je vois là les charges qui sont possibles dans les fusées, d'ailleurs aujourd'hui il y a une fusée qui est partie, Artemis, qui envoie là, le truc test pour voir si on peut aller revisiter la Lune. La payload, comme on dit, la charge maximale, c'est quelques tonnes, hein. Alors combien, et sachant que chacun de ces programmes coûte plusieurs centaines de millions de dollars. Ouais, mais il y a Elon Musk qui est en train de travailler sur un truc au rabais, etc. Il y a Jeff Bezos aussi qui est en train de s'intéresser Elon Musk, déjà, il doit gérer Twitter, après on parle. C'est une catastrophe. Apparemment, petite parenthèse, les gens ont commencé à le teaser, et à taquiner, à changer de handle, en mettant... Elon Musk, et il commence à faire tout le monde a mis Elon Musk. Donc, si tu lis pas le truc, tu sais pas si c'est... par exemple, moi, c'est... on va dire, ça reste entre nous, mais je peux changer mon surnom et mettre Elon Musk. Ça, c'est très rapide. Et donc, plein de gens ont commencé à le taquiner, à mettre Elon Musk. Donc, il y avait plein de Elon Musk. Il les a tous bannis. Donc, lui qui voulait faire un truc... avec free speech, etc. Dès qu'on a commencé à l'énerver, il ça va rester juste. Il y aura juste Elon Musk sur Twitter. Ça va être juste lui. On va commencer à se connecter pour voir un feed de lui. Justement, en parlant d'Elon Musk, il a. Alors, beaucoup de gens l'ignorent peut-être, mais il n'a pas inventé la voiture électrique. Je vois ça un peu partout. Les gens disent il a inventé la voiture électrique. La voiture électrique, c'était l'une des premières voitures qui a été inventée. Et c'est vrai ça. Et en fait, le lobby, on va dire, du pétrole, ils ont dit ouais, bien sûr. Et on va t'acheter la patente pour la voiture électrique. Et ils l'ont acheté. Et ils ont dit ouais, t'inquiète pas. Chaque voiture qu'on va faire, ils l'ont foutu dans le coffre. Ils l'ont foutu dans un coffre, allez dégage maintenant. Et voilà. Et donc on veut vendre notre pétrole, Coco. Qu'est-ce que tu nous parles de voiture électrique? Donc les premières voitures étaient en effet, l'une des premières voitures était électrique. Mais Elon Musk a vraiment mis alors, il y avait des voitures électriques, il y avait des voitures hybrides. Elon Musk a vraiment... il a mis ça au goût du jour. Il a mis ça au goût du jour. Les voitures sont super sexy, super rapides. Elles battent les Porsche, les Lamborghini, les ci, les ça. Les pratiques, elles sont vachement pratiques. Elles ont plein de fonctionnalités qui sont super cool. Elles ont un range, comment on dit ça la distance. Une distance qu'elle peut couvrir en une seule charge qui est très très grande, donc 400, 500 km, peu importe. Que les gens font même pas en une semaine. C'est ça. Et donc, la moyenne journalière de ce que conduisent les gens aux États-Unis, c'est à peu près 30 miles, donc une cinquantaine de kilomètres. Donc, si tu peux faire 6 fois ça ou 7 fois ça, c'est que, honnêtement, tu es large. Même voir 10 fois ça, c'est que tu es large. Donc, voiture électrique, tout le monde s'y est mis. Mercedes, etc. Au début, ils étaient très réticents. On va voir ce qu'il va faire le petit même ils font l'intermédiaire, hybride, en attendant de trucs. Par exemple, ça marche beaucoup dans les pays qui n'ont pas une grosse infrastructure. Comme au Maroc, c'est très dur d'avoir une Tesla. Bien sûr. C'est-à-dire que tu vas être vraiment confiné à un coin d'une ville. Ouais, mais en même si tu veux temps... charger et tout. Non, les Africains, ils ont beaucoup de ça commence à se développer. Ça commence à se développer. Mais c'est vrai que c'est pas aussi pratique en France, aux États-Unis, etc. J'avais vu une étude qui disait que le Maroc
était encore à 17 ans d'avoir une infrastructure qui permettrait d'avoir une voiture électrique et d'être libre de circuler dans tout le pays. Ça c'est sûr. Il y a Donc des régions... c'est quand même... voilà quoi. On est derrière, c'est sûr. Mais voiture électrique, tout le monde dit... tu sais, même les stars, elles sont un peu sensibles au fait de leur PR, etc. Elles commencent à acheter des voitures électriques. Tout le monde veut mettre sa pierre à l'édifice écologique, on va dire, et acheter des voitures électriques. Est-ce que si tout le monde se tourne aux voitures électriques, est-ce que si demain, on n'a que des voitures électriques dans le monde, est-ce que c'est une bonne solution ? Écoute, déjà, on sait tous que les stars ont toujours raison. Ça, c'est Les voitures électriques, en fait, c'est encore une fois, c'est un peu la même discussion que l'histoire du digital. C'est qu'est-ce qui se passe derrière. Et j'ai des amis qui travaillaient justement sur des systèmes d'électrification pour les transports routiers, pour les transports publics, tout ça. Et où ils calculaient. C'est-à-dire que, oui, effectivement, tu as une voiture qui est 100% électrique, tu ne brûles pas d'essence, tu n'as pas d'émissions de CO2, tout ça, tout va bien. Mais pour construire la batterie, et ensuite pour s'en débarrasser, les batteries qu'utilisent les voitures électriques, il y a ça contient des produits et des éléments qui sont déjà extrêmement difficiles à avoir, difficiles à stabiliser, donc ça prend pas mal de réactions chimiques et tout, extrêmement nocif pour l'environnement quand tu veux t'en débarrasser. Et bien sûr, pour avoir toutes ces matières premières, il faut une extraction minière de nouveaux produits qui sont un peu partout éparpillés dans le monde et qui ont ça peut créer des catastrophes écologiques si jamais ça se booste. Donc, c'est ça. Et là où, si tu veux, la réflexion n'est pas encore arrivée à maturité, c'est on n'est pas encore arrivé à avoir un calcul suffisamment précis pour savoir si demain, disons, tout le monde roule électrique. Est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que les voitures qui émettent aujourd'hui, et les avions aussi d'ailleurs par exemple, en termes d'impact sur l'environnement, est-ce que ce serait beaucoup mieux si tout était électrique ou bien est-ce que ça serait relativement pire ? Peut-être pas en matière d'émissions, mais d'autres catastrophes écologiques qui sont également, sinon plus nocives encore à l'environnement. Les voitures électriques, le problème, c'est le avant et le après. C'est avant comment on produit les batteries et après comment on s'en débarrasse. Mais pendant, c'est super. Voilà, c'est ça. C'est le pendant. C'est le pendant, il est super. Le pendant, il est cool. On ne consomme pas et tout. Alors selon toi, quelle est l'énergie la plus clean ? Tu m'as dit qu'un truc super surprenant, en Algérie... Ouais, je viens d'apprendre ça, c'est fou. En Algérie, ils produisent 98% de leur électricité avec le gaz naturel. C'est dingue. Ce qui est relativement clean. En tout cas, si tu vois les normes qu'on suit un petit peu, surtout les normes européennes, c'est super clean. Donc, ils brûlent ça. Il y a des voitures qui roulent à ça. D'ailleurs, c'est super bizarre à voir, mais je me souviens à Alger, où tu voyais des voitures et elles ont, à la place de l'endroit là où tu mets l'essence, elles ont un robinet de gaz comme les boîtes à gaz que nous on a. Et tu les charges comme une gazinière. Tu fais quick, pssst, hop, et voilà. Mais tu sais qu'au Maroc. Mais après, t'as peur d'une collision parce que t'as pas envie de rentrer dans quelqu'un. Tu sais qu'au Maroc aussi, dans les campagnes, on utilise beaucoup de butane pour faire rouler des pick-up, etc. Ouais, c'est exactement ça. Existe. Et alors. Après, la meilleure énergie. Le débat, il est constant parce que ça dépend de plusieurs choses. C'est le coût de revient, la complexité pour capter cette énergie et la transformer en une énergie réutilisable comme l'électricité. Je te donne un exemple. Au Maroc, on a des gros projets sur le photovoltaïque. Les stations Nord, les machins. Nord 1, Nord 2, Nord. Les machins qui font des trucs de taille de différents stades de foot gigantesques, dernier cri et tout. Après, ils se sont rendus compte que c'est extrêmement difficile de stocker l'énergie, l'électricité qui est produite de là, parce que les batteries que ça demande, extrêmement coûteuses, extrêmement énergivores, extrêmement instables. C'est difficile.
Donc, comment on fait Voilà, il faut les raccorder à la grid, mais on a choisi de les mettre à 10 000 km dans le désert. Donc, par rapport à là, on utilise le plus Kenitra, Rabat, Kaza, machin. On est super loin, genre pour faire raccorder tout ça. Donc, c'est compliqué. Après, il y a d'autres trucs encore plus futuristes qui sont réfléchis. Ouais, on fait l'hydrogène vert. Ouais. Ah, l'hydrogène vert, c'est le futur, c'est machin, tu peux utiliser du cooling avec ça, c'est ce qui va permettre de faire du dessalement de l'eau de mer. Tu vas pouvoir créer de l'ammoniac vert pour que même la production des trucs, les phosphates et tout ce qu'on fait soit beaucoup plus clean. Ah, mais merde, le transport. C'est extrêmement instable et difficile à transporter. On n'a pas une infrastructure routière ou ferroviaire qui permet de... Est-ce que ça vaut la peine? Parce que on va devoir créer... Quand tu vois que tous les trucs qu'ont suscité le TGV, juste entre Rabat et Tanger, et le coût que ça a eu, pour avoir une infrastructure qui te permet de transporter ce type de choses. Donc, soit tu le fais sur le site. Après, tu as des grosses compagnies comme l'OCP, tout ça, qui ont l'infrastructure et qui ont suffisamment de moyens et de capacités et de compétences pour le faire sur place. Mais quand tu veux le rendre genre une des sources primaires d'énergie, ou comme nous le font miroiter aussi pas mal de partenaires internationaux pour commencer à exporter l'énergie, tout ça, c'est extrêmement difficile. Donc encore une fois, c'est ça, tu peux pas venir et dire ça c'est le plus simple. L'éolien c'est pareil. L'éolien. On a tenté un peu l'éolien au Maroc. On en fait pas mal. Mais en général, c'est que ça nourrit des sites dédiés qui sont liés à une infrastructure particulière. Mais c'est très difficile de le faire. D'exporter. Vraiment, c'est en fait le fait de récolter l'énergie. Voilà, mais surtout aussi même de le répandre. De dire, voilà, c'est ça qui va marcher pour tout le pays. Parce que notre pays change. Ifrane, c'est pas Tantan, c'est pas Glmim, c'est pas Tanger, c'est tout change. Il y avait aussi l'énergie des vagues, je sais pas si tu en as entendu parler. Ouais, là les technologies elles sont pas encore super au point, mais il y a plein de trucs, il y a des jeunes qui font des projets super cool dans ça, même à Tanger Med, ils testent avec, tu vois les montées des vagues, mais contre une falaise. Des balises de port pour récupérer l'énergie kinétique et se transformer. Mais encore une fois, ça demande énormément de moyens, plus de recherche. C'est ça, c'est-à-dire que tu peux pas arriver... Il y a des choses qui sont sûres. L'énergie hydroélectrique, elle est prouvée. La turbine, machin, tout ça, ça existe depuis hyper longtemps, ça marche. Mais l'investissement que ça prend, les moyens que ça prend pour développer quelque chose qui va te permettre de couvrir une frange importante de la population, c'est vraiment méga. Et il faut que tu sois super sûr à 2000%. Et on a vu avec le solaire... Énorme, que c'est pas gagné. Même le truc que tu pensais, genre les cellules photovoltaïques et tout, tu pensais que c'était carré. C'était sûr. On a le soleil tout le temps, le désert, ce que tu veux, on a des machins, c'est sûr. Il n'y a pas... on devrait couvrir tout le Sahara. Il y a des trucs, des projets comme ça. Ben voilà, là, Elon Musk, il a dit, justement, pour revenir à lui, il a dit que en fait, le Gigafactory, l'usine à lui, qu'il a, qui est super grande, bien sûr, et il a dit... Si on avait... il a dit, je ne sais plus exactement la superficie, je pense 100 km sur 100 km, donc 100 km² de plaques solaires. Ça fournirait assez d'énergie pour couvrir les besoins des États-Unis en entier. Et il a mis ça sur une petite carte au Texas, ça fait un tout petit carré qui représente, je ne sais pas moi... un centième ou un cinquantième du Texas, et on pourrait avoir de l'énergie pour... Mais c'est quoi le problème du photovoltaïque? Parce que moi, alors on est sur une autre échelle, là, c'est sur l'échelle de ma ferme. Les gens m'ont dit, moi, l'idéal que j'avais, c'était d'avoir une ferme verte, soi-disant, et donc avoir que de l'énergie renouvelable. Utiliser de l'énergie renouvelable pour toute la ferme. J'ai de l'eau dans le puits, etc. Mais... les plaques solaires, déjà, ce que tu pourras me confirmer ça, j'espère, mais elles n'utilisent pas 100% de l'énergie, elles utilisent 18%, 16%. Je ne connais pas les pourcentages exacts, je ne suis pas à fond dans le domaine, mais elles utilisent pas, elles sont pas optimales. C'est pas toute l'énergie qui libre. Il y a énormément de pertes dans la transformation, et l'acheminement. Et les poussières qu'il y a dessus. Après, le gros problème, c'est le stockage. Parce les batteries, techniquement, c'est simple. C'est-à-dire que avec le soleil et tout, ça en crée continuellement. Donc c'est pour ça que ça marche très bien pour des trucs où
où l'énergie, quand elle est transformée, par exemple un chauffe-eau. Ouais, un flux tendu, quoi. Tu l'utilises pour chauffer l'eau, et l'eau, elle reste chaude. Ouais. Donc après, ça peut s'arrêter et reprendre et tout. Ça peut fluctuer. Mais tu peux pas faire ça avec tes lumières et ton ordi et t'attendre à ce que ça fluctue. Donc, ce qu'il te faut, c'est qu'il te faut une source constante. Pour stabiliser ça, il te faut l'équivalent, bon, je sais pas comment on peut appeler ça, mais des piles quoi, qui stockent cette énergie. Et là, on rentre dans des chiffres volumes énormes. Parce que la technologie n'est pas encore aussi répandue. Mais c'est quoi l'idéal alors pour un pays donné? Aucune idée. Est-ce que c'est pas une combinaison de tout? Un petit peu de tout. La vérité, on la retrouve toujours dans un équilibre, en fait. Parce qu'il y a de tout. Si tu fais, par exemple, de l'hydroélectrique, tu vas construire des barrages. Ouais. Les barrages, c'est bien, c'est clean pour l'énergie, mais c'est des désastres écologiques. Tu assèches les vallées, tu construis là où tu avais des rivières, des ruisseaux et tout, qui se répandent, tu bloques tout. Tu tues la faune et la flore. Donc tu as un impact sur l'environnement qui est indirect. Donc tu sais pas en fait qu'est-ce que tu... Est-ce que polluer l'air c'est moins important ou plus important que de détruire des écosystèmes? On ne sait pas. Après, la même chose. L'éolien, c'est bien, mais si tu fais peut-être, je sais pas moi, des montagnes de trucs, tu vas tuer tous les oiseaux, c'est hyper coûteux à réparer parce que c'est des structures assez gigantesques, l'entretien, tout ça, voilà. La même chose, la maintenance, et tu fais des trucs pour les vagues, parce que si tu veux des trucs qui bougent, c'est pas les vaguelettes que tu as au bord de la plage qui vont te faire de l'énergie. Il faut des bras qui partent très très loin. Offshore ou l'Atlantique qui est quoi. Donc, encore une fois, c'est ça. C'est-à-dire il n'y a pas de solution parfaite, en fait. Pas vraiment. Soit on ne l'a pas encore trouvé. Peut-être qu'on va arriver à développer une de ces technologies de manière suffisamment poussée pour la rendre assez accessible et dire c'est ça sur quoi on va parier et le faire. Et après, ça varie. Il y a des pays qui sont beaucoup plus petits, par exemple, qui peuvent faire ce type de pari et dire, je sais pas moi, comme le Costa Rica, par exemple, ou ce que le Qatar devrait faire, d'ailleurs. Quand tu as une petite... quand tu as une petite superficie et une petite population, c'est beaucoup plus facile de mettre tous tes œufs dans un même panier. Bien sûr. Mais nous, quand on a tout notre... les kilomètres de côte qu'on a, les différents écosystèmes qu'on a dans tout le territoire, c'est très difficile de dire « Ah, ça va être que le solaire ou ça va être que l'éolien ou ça va être ça ». Donc, tu es obligé de tester, un peu comme notre pays. Après, le gros avantage du Maroc, c'est qu'on teste. Ouais. Ça, au moins, dans ce domaine, on n'est pas timide, quoi. Et on a plein d'institutions qui font de la recherche dans ce sens, qui s'impliquent, qui travaillent. On est toujours félicité par les trucs des Nations Unies et tout pour la lutte contre les changements climatiques, mais c'est aussi une lutte interne, quoi, pour répondre à un besoin énergétique qui est important. Ouais, c'est sûr que moi je pense à l'échelle individuelle et à l'échelle de pays. Il faut que ça ait du sens économique. Tu ne peux pas demander à un pays comme à une personne d'être green, mais si ça va lui coûter plus cher. Il faut que ça soit green, mais que ça soit une solution. Il faut que la voiture électrique lui coûte peut-être moins cher en essence, qu'il s'y retrouve économiquement. Il faut qu'un pays... Est-ce que les pays... vraiment... Tu vois, là, tu viens de mettre le doigt sur la grande problématique environnementale. C'est que dans un monde idéal, si tout le monde était vraiment illuminé et tout, et super généreux, altruiste, etc. Voilà, il se dirait, on peut réduire notre confort de manière assez considérable et de nos habitudes pour que du jour au lendemain, l'environnement soit... Comme on l'a vu quand tu es forcé. Covid, voilà, on va faire semblant qu'il y ait un Covid. Voilà, tu bouges plus, tu utilises la voiture, tu trouves des solutions alternatives, tu es obligé. Mais le vrai challenge, c'est en même temps, l'humain, c'est aussi une créature qui évolue, quoi. On fait partie de la planète. Comme l'éléphant qui détruit les arbres, comme les fourmis, les termites qui dégomment des trucs en entier, ils s'adaptent. Donc, est-ce qu'on peut s'adapter peut-être à travers l'innovation, à travers la recherche, à travers trouver des solutions pour justement garder un peu notre niveau de confort ou même l'améliorer. Et c'est ça maintenant qui devient de plus en plus intéressant, si tu veux, dans le domaine. C'est qu'il commence à y avoir ce mix. Parce qu'on commence à sortir des camps.
où tu avais les scientifiques en train de dire on va tous mourir, ça y est, et tout, le réchauffement climatique, on va tous fondre, c'est le bordel. Et les autres qui disaient ouais, non, laisse-nous polluer, laisse-nous vendre du pétrole et tout. Là, il commence à y avoir un mix. Ouais. Et c'est ça que je trouve, moi personnellement, c'est cet aspect-là que je trouve le plus intéressant. C'est venez, on parle d'environnement et de business. Ouais. Venez, on parle d'environnement et de droits de l'homme. Ouais. Genre, c'est pas. C'est lié, genre, voilà. respirer de l'air pur, c'est pas un truc seulement pour les utopiques. Ouais. Il y a des gars qui ont rien fait dans tel pays, qui sont en train de souffrir parce que dans d'autres pays, ils ont brûlé pendant des années. Je suis d'accord. Ils ont rien demandé. Mais est-ce que tu penses... Alors, il y a un comédien que tu dois certainement connaître, j'espère. C'est Bill Burr. Ouais. Qui a dit, la solution, c'est on devrait juste être 1/10 de la population. Et même si on conduit tous des Hammers, même si on pollue tous, même si les vaches, elles font que péter... C'est une théorie, la surpopulation. Peut-être qu'on est trop nombreux. Ouais, mais le problème, c'est que comment tu fais... La Chine, on fait un enfant, et dans 3-4 générations, on sera... Les prédictions disent qu'on va quand même stagner dans quelques dizaines d'années. Parce que ils disent qu'on va atteindre un truc comme, je sais pas c'est quoi les chiffres, c'est un truc comme 11 milliards à 11 milliards. On n'aura plus d'espace. Vu les tendances, c'est pas seulement une question d'espace, mais vu les tendances, les gens vont commencer à avoir de moins en moins d'enfants. C'est vrai qu'il y a... Donc ça va stagner, après probablement redescendre un petit peu. Ouais. Et qu'on le veuille ou non, et on le voit dans toutes les populations animales qui existent, ça s'autorégule au bout d'un moment. Ouais. Non, c'est sûr. Et puis, on va finir par... Je pense l'espèce humaine va finir par disparaître, comme toutes les espèces qui ont disparu. Si on voit sur le très long terme, on représente 1 minute sur une journée qui correspond à l'humanité. Même pas une seconde. Ouais, même pas une seconde. Mais qu'est-ce que tu penses des activistes qui... je sais pas si tu as vu, dans le musée du Louvre, ils ont jeté des trucs, ils se collent les mains contre les je sais pas quoi, ils bloquent des autoroutes, ils arrêtent, ils jettent des pots de soupe sur des œuvres d'art de Van Gogh, etc. Qui disent, nous, on veut que les gens puissent parler, on fait ça pour que les gens parlent de l'écologie, on va tous mourir, attention. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'action ? Déjà, il y a un truc que je trouve important, c'est tu devrais avoir le droit de t'exprimer et de mettre en avant la cause que tu as, etc. Mais ils l'ont. Après, tu as toujours des moyens qui sont utilisés que je trouve extrêmement stupides, pour dire le mot. Qu'est-ce que aller massacrer des œuvres d'art ou des trucs comme ça apporte à la cause, surtout? Et c'est ça que je déplore le plus, c'est que comme je te disais juste avant, on commence à arriver à des terrains communs de discussion entre toutes franges de la société, entre riches, entre pauvres, entre pays du Nord, du Sud, entre côté des business, secteur privé, secteur public, monde associatif. Tout le monde commence à se réveiller et dire les gars, venez, on parle un peu plus le même langage. Ouais. Et malheureusement, ce genre d'évolution ne trouve pas beaucoup de place pour les gens qui restent à l'extrême. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... si tu as un bateau de Greenpeace ou je sais pas quel autre machin qui vont aller faire un attentat environnemental ou bien couler un navire ou un truc, ça va pas être regardé de la même manière que c'était parfois célébré il y a 30, 40 ans. Ouais. On disait et tout, et ils risquent leur vie pour machin et tout. C'est, gars, les gens ils sont complètement... maintenant c'est Shell et Total qui sont en train de faire le plus dépenser la recherche en énergie alternative parce que même eux savent qu'ils peuvent pas continuer dans cette voie. Ouais. Donc... l'activisme, c'est bien de prendre position pour des choses auxquelles on croit qui sont bien pour la Terre, tout ça. Mais au bout d'un moment, il y a la bêtise humaine, quoi. Faut aussi être capable de... Et surtout dans un climat où il y a, je sais pas moi, il y a 20 ans, il n'y a personne qui saurait ce que c'est qu'une COP. Personne. Ouais, c'est vrai. C'était le truc pour les gens comme moi, entre nous, des petits clubs. Si tu étais 200 personnes, c'était waouh. Alors que maintenant, voilà, COP, la dernière, là, c'est celle qui a eu lieu en ce moment à Sharm el-Sheikh. C'était un truc comme 180, 170
ministre ou chef d'État. C'est énorme. Ouais. C'est-à-dire que la motivation politique, c'est-à-dire qu'au moins ils sont à la table. Ouais. Et quand tu vois d'où on vient, quand tu es dans le domaine de l'environnement depuis un moment, quand tu vois d'où on vient, c'est génial. Bien sûr. Et donc, tu as envie de dire à ceux qui sont encore en train de jeter des pots de peinture et de faire des trucs, les gars, c'est pas trop le moment. C'est pas la méthode. Et puis, on arrive enfin à avoir un dialogue sérieux, donc comportons-nous en tant qu'adultes. En tant qu'adultes, je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve que... En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Tout à fait. Non, mais je pense que l'image qu'ils en donnent, c'est des images de hooliganisme qui font pas honneur à leur cause, qui est bien sûr noble, mais... Voilà, il y a quelqu'un, j'ai vu ça sur Le Parisien dernièrement, qui commence à dégonfler, qui se balade dans la rue, dans les beaux quartiers de Paris, et qui dégonfle un petit peu les pneus de SUV, donc des gros 4x4, parce que soi-disant, ils polluent trop, etc. etc. Déjà, tous les SUV, tous les gros 4x4 ne polluent pas autant qu'ils ne polluaient avant. Non, et puis surtout, plus la voiture est récente, moins elle pollue. Exactement. Et donc, et je me souviens, il avait sorti... Si tu voulais faire ça, va faire ça à toute voiture qui est sortie avant 2000. Et là, tu enlèves le moteur même. Qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, bien sûr. Mais les vieilles voitures... Non, mais tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que... Et c'est là où tu vois, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui est fait de manière aussi extrême, très souvent, tu te rends compte que c'est pas si intelligent ce qu'ils font. Ouais. Et si c'est pas si intelligent, ça veut dire que les gens qui font ça sont pas si intelligents. C'est vrai. Et c'est ça qui est déplorable. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est jamais des génies qui font des trucs d'extrémisme alors qu'on a l'impression que ça, quand tu as des gens qui sont vraiment avancés dans le domaine, qui en savent beaucoup plus que nous, qui sont vraiment ça, c'est les premiers en général à appeler au dialogue, à se mettre autour d'une table, à trouver des solutions tout à fait. Qui sont un petit peu OK pour tout le monde, ou genre on va prendre un petit coup par-ci, un petit coup par-ça, mais au moins on pourra tous s'en sortir plus ou moins bien. Donc voilà, au bout d'un moment, la vérité, elle ressort dans ses actes. Tout à fait. Alors, on fait partie d'un collectif, et on fait, toi et moi, partie d'un collectif qui s'appelle le Foutoir. Yes. Et il y a un grand événement qui va commencer le 20, c'est-à-dire dimanche, qui est la Coupe du Monde. Coupe du Monde au Qatar, ça a créé un tollé incroyable, surtout pour les gens qui sont soucieux de l'environnement, et ils disent que c'est une aberration de faire une Coupe du Monde. Pourquoi exactement ? C'est quoi de quoi déjà, il y a un truc, et ça c'est important de le dire, parce que c'est... Même si c'est mon domaine, c'est que je trouve que la cause environnementale, elle est utilisée un petit peu trop pour justifier d'autres griefs qu'ils ont par rapport au Qatar. Où c'est vraiment la raison numéro 1, il ne faut pas se voiler la face, c'est la manière dont ça a été attribué. Parce qu'ils ont, en gros, ils ont acheté le truc. Oui. Et donc les gars, comme ils avalent pas trop ça, ils les attaquent sur un autre terrain. Il y a tout un terrain sur le volet humanitaire. Ouais. Où là, il y a des choses à dire. Il y a matière à dire, bien sûr. Après, sur le volet environnemental, effectivement, il y a des craintes et des... Mais c'est pas choquant pour toi, le volet environnemental. Non, c'est pas choquant. Que ça soit par rapport aux autres Coupes du Monde, par exemple. Voilà, c'est ça. Par rapport aux autres Coupes du Monde, c'est pas choquant. Parce que n'importe quel événement que tu crées ou sur un court laps de temps, tu vas avoir une grosse affluation d'une population. Et donc, ça va doubler, tripler et tout ça. Tu vas avoir plus de déchets, plus de consommation d'énergie, plus de blablabla. Donc, il y a un impact. Mais tu vas en avoir moins ailleurs. C'est-à-dire que tu transportes la consommation. La personne qui consomme X, elle va consommer... Ouais, mais elle doit se transporter d'endroit en endroit. Et comme c'est tellement court, c'est-à-dire que si tu pars en voyage pendant une semaine, c'est-à-dire que si tu pars en voyage pendant tout un mois, c'est sûr que tu ne vas pas produire de déchets là où tu étais, là où tu es d'habitude pendant ce mois-ci. Ouais. Mais si tu pars pour un week-end, ou si tu pars pour quelques jours, même une semaine, et que tu reviens, très souvent, en tout cas ça je l'observe beaucoup chez moi, les habitudes du mois n'ont pas réellement changé. Ouais. C'est pas comme si j'avais consommé beaucoup moins, ou comme j'avais coupé ma liste de courses en deux, ou des trucs comme ça. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Ouais. Donc c'est ponctuel. Et c'est l'impact de là où tu es, où tu exploses tout d'un coup, et surtout dans un pays qui a l'air pas trop bien préparé, parce qu'ils doivent ramener des bateaux. On sait que ça, c'est des trucs qui consomment énormément d'énergie, qui sont très très polluants. Les stades qui doivent être climatisés, donc super énergivores, d'où ça vient et tout. Bon, ils disent qu'ils ont des technologies, tout ça. Mais encore une fois, c'est suffisamment flou
pour que tu puisses pas vraiment pointer ça du doigt directement. En tout cas, c'est beaucoup moins flou que la corruption, que les problèmes pour l'attribution. Donc, même si, c'est-à-dire que ça va pas m'empêcher de regarder les matchs de la Coupe du Monde, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, on y est. C'est un problème qu'il fallait régler il y a 10-12 ans, c'est vrai. Pas aujourd'hui. Mais c'est vrai que... Après, c'est un des pays qui a le plus de moyens par rapport à d'autres Tout à fait. de pouvoir mitiger son impact environnemental. Ouais, mais est-ce que c'est dans leur intérêt de mitiger ça ou ils se disent on s'en balait, on s'en fout quoi. On a verra de mettre la clim à fond, on va mettre la clim à fond et puis si ça coûte de toute façon, ça c'est un truc qu'on va probablement voir pendant la Coupe du Monde et surtout après, parce que ce qui est sûr, c'est qu'avec le niveau de controverse qu'il y a, ça va être une des Coupes du Monde les plus observées et les plus critiquées et mesurées au millimètre. Par rapport aux autres. Donc, on saura bien. Ouais, mais ça va pas nous empêcher de regarder. Et c'est vrai que y a. Je suis assez d'accord avec toi. Honnêtement, j'avais jamais entendu ce point de vue. Que c'est vrai qu'ils utilisent ça un peu. Je dis pas que c'est faux, mais je dis qu'ils exagèrent un peu. Ils forcent le trait parce que justement, ils sont en colère du fait de la manière dont le Qatar a obtenu la Coupe du Monde. Mais encore une fois, si on compare, est-ce que les autres pays ont obtenu la Coupe du Monde de manière claire et limpide, etc. Peut-être, peut-être pas. Ils ont dit qu'ils allaient avoir des stades qu'ils allaient pouvoir démonter, etc. Quand on voit au Brésil le Maracanã qui fait figure d'ordure voilà, quoi. C'est un terrain qu'on n'utilise plus parce qu'il n'y a aucun événement qui peut accueillir autant de trucs, donc c'est laissé à l'abandon. Ouais, ou bien secret dans l'Amazonie, je sais pas où, qui sont pas utilisés. Donc oui, est-ce qu'ils sont, on peut les critiquer, oui, mais est-ce que les autres sont clairs et incriticables pour autant? Je pense pas. Non, après, ce qui est sûr, c'est une autre des critiques que je comprends pas toujours, c'est qu'on dit, c'est la Coupe du Monde qui a coûté le plus cher de l'histoire. C'est 150 milliards de dollars d'investissement. Okay. C'est x10 par rapport, par exemple, à l'Allemagne, où c'était 15 milliards ou un truc comme ça. Ou peut-être l'Afrique du Sud, je ne sais plus, c'est laquelle des deux. Mais donc c'est complètement fou. Mais est-ce qu'ils l'ont fait pour améliorer l'infrastructure, pour faire effectivement des stades modulables où ils vont pouvoir faire des dons et les remettre en Afrique, par exemple, où tu vas avoir des tribunes toutes faites qu'on t'installe, des choses comme ça, au bout d'un moment, ça c'est leur fric. Ouais. C'est vrai que s'ils ont les moyens de mettre 50 milliards dedans, c'est quoi, t'es jaloux ou quoi? C'est quoi le problème? C'est-à-dire qu'il y a des choses à pointer du doigt. Tout à fait. Et malheureusement, les choses à pointer du doigt, il fallait les pointer il y a belle lurette. Ouais. Donc maintenant, c'est facile. Et je trouve un peu dommage que ça retombe sur les supporters et les joueurs aussi. Parce qu'on pose beaucoup la question. J'ai vu là, toutes les équipes qui ont choisi leur effectif et blablabla. Et on commence à poser des questions aux joueurs. Qu'est-ce que vous pensez de l'impact écologique? Vous jouez au Qatar. Ça vous dérange pas de jouer avec les gens qui sont morts, ça vous fait quoi? Moi, je joue au foot. Moi, je joue au foot. Je suis dans un gazon. Bref. Et pour revenir à l'environnement, comme ça, on ne transforme pas ça en foutoir. Bien sûr. c'est un peu la même chose. Ouais. C'est-à-dire, si vraiment tu voulais pas avoir une Coupe du Monde qui allait demander beaucoup d'énergie pour climatiser des stades, mec, écoute, la Finlande, c'est très sympa cette période de l'année. Tu vas là-bas, c'est sûr que... Après, est-ce qu'il va pas falloir chauffer les terrains là-bas? Ça, c'est pas sûr. Avant de se quitter, pronostic Coupe du Monde? Pronostic Coupe du Monde, je reste sur le Brésil. Brésil. Honnêtement, Brésil, très très chaud. Moi, j'allais dire Portugal avant, mais j'ai vu Cristiano était un peu en bisbise avec son équipe. Ouais. Bon, et j'espère que le Maroc passera à la première phase. Ça serait super super cool. La France est super en forme aussi. J'ai vu des petits extraits. Honnêtement, ils ont de très bons joueurs. Je pense qu'ils iront loin, mais pas. Je pense pas que ça va être pour eux cette année. Bon, on va s'arrêter là. Écoute, merci beaucoup. C'était vraiment super sympa. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un Ça reste entre nous. Ça m'avait beaucoup manqué. Et écoute, merci beaucoup. Ciao ciao. Salut les amis.